BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus au sommaire du jour. L'identité du fondateur, du créateur de Bitcoin sera peut-être dévoilée. On va voir ça dans quelques instants, notamment avec Jérémy Luescon, chef de rubrique Crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Bonjour Jérémy. Bonjour Amaury. On parlera aussi des tendances bien sûr à surveiller en 2024. Et puis, quelle fiscalité à venir pour les cryptos en France? On replongera dans le projet de loi de finances 2024. On va s'amuser. On va s'amuser avec Pierre Morisot, cofondateur de Walsio. Bonjour Pierre. Bonjour Amaury. Mais d'abord, un petit détour rapide sur le marché crypto avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury, bonjour à tous. Bon Alexandre, c'est plutôt calme là. On perd 1% sur le Bitcoin depuis un mois, donc depuis à peu près, en tout, voilà, la baisse qu'il y a eu après l'approbation des ETF Bitcoin Spot, c'est légèrement résorbé. Puis aujourd'hui, on gagne 1%. Voilà, on est autour des 40 500 $. Qu'est-ce qu'il faut surveiller à court terme, Alexandre? À court terme, je ne suis pas certain qu'il y ait des choses très très passionnantes, même si on aimerait tous que ça bouge toujours beaucoup, mais on est vraiment dans une phase, je pense qu'il faut la considérer comme telle, à savoir une phase de digestion. On a eu cet énorme rallye donc fin d'année dernière, on a vu toutes les anticipations liées aux ETF, détente des taux, baisse de l'inflation, détente du dollar, donc tout ceci c'est déjà bien dans les prix et c'est ce qu'on voit après notamment un peu le sell the news qu'on a eu les semaines qui ont suivi. On voit qu'en fait que depuis quelques jours on oscille autour d'une zone de 50%. Alors c'est quoi ce 50%? C'est quand on prenait toute la baisse, vous voyez, de 2021 jusqu'à 2022. En gros, on est revenu, on oscille en fait un peu au-dessus, un peu en dessous de cette zone des 50%. C'est-à-dire c'est le niveau médian en fait entre le record historique du Bitcoin et puis le point bas qu'on a touché après la fête de FTX. Eh bien, on vient osciller autour de la zone médiane qui est à 42 200 $. Et je pense, si vous voulez, que c'est un peu le scénario qu'il faut avoir en tête pour les jours et les semaines à venir. Enfin, je pense que c'est une très bonne zone d'accumulation. En gros, considérer que accumuler sur 50 000, c'est plutôt sain. Ça permet de consolider le mouvement de forte hausse qu'on a eu précédemment. Mais consolider veut dire que justement on peut remonter à 45, puis retomber à 39, puis aller à 41, puis retomber à 38. Vous voyez, des phases comme ça qui sont pas très indicatives d'un point de vue de la tendance, mais qui pour autant d'un point de vue d'un processus de stabilisation après un gros rallye, ce sont des phases plutôt saines qui évitent justement les excès, qui évitent les mouvements exponentiels et tout ce qui ensuite génère des corrections plus violentes. Donc plus ça dure, je vais dire mieux c'est, parce que ça lisse les cours, parce que ça permet aussi de rentrer dans de bonnes conditions de marché. Simplement, je pense qu'à court terme, il ne faut pas se précipiter trop pour l'instant en termes d'appétit d'achat trop fortement. Accumuler de manière patiente, oui, mais pas forcément pour des très gros hausses à court terme. Pourquoi? Parce que on a vu vendredi un très très gros rapport sur l'emploi aux États-Unis. Un gros rapport sur l'emploi, avec notamment des salaires qui ont progressé beaucoup plus fortement qu'attendu. C'est, selon moi, un signe un peu de vigilance par rapport aux anticipations de marché sur les baisses de taux de la Fed. On voit que les statistiques américaines sont quand même très résilientes depuis quelques temps. On voit que les taux américains, là, ils se redressent assez fortement depuis 3 jours. On a pris 30 points de base sur le 10 ans américain, ce qui est quand même un mouvement assez important. Le dollar se renforce aussi. Et donc, dans ce genre d'environnement-là, si vous voulez, il ne serait pas étonnant de voir Bitcoin à nouveau avoir un peu de faiblesse, ou retomber un peu, parce que la force des taux et la force du dollar, c'est souvent des choses qui peuvent être un peu négatives pour le Bitcoin. Donc je trouve qu'en ce moment, si vous voulez, je ne pense pas qu'il faille viser de retour à 50 tout de suite, et ne pas être étonné si dans l'environnement de redressement des taux américains actuels, on est à nouveau quelques prises de gains sur l'actif Bitcoin. Donc voilà, je reste assez modéré si vous voulez, mais je continue de penser que cette zone, aux alentours de 42 000, zone pivot, on va osciller un peu autour, on peut accumuler là-dedans. Voilà. Mais à court terme, je méfie un petit peu quand même, peut-être de déclarations un poil moins accommodantes de certains membres de la Fed. Beaucoup vont s'exprimer cette semaine, les membres de la Fed. Beaucoup. Ils seront intéressants à écouter parce que justement, on va avoir leur opinion par rapport à ces grosses statistiques sur l'emploi qui sont donc pas très favorables à des baisses de taux rapides de la part de la Fed. Eh bien, on va surveiller ces déclarations potentielles des membres de la Fed cette semaine, effectivement, sur un Bitcoin qui latéralise. Ça pourrait nous faire plonger légèrement. Merci beaucoup, Alexandre Baradez, d'avoir été avec nous, chef analyste chez IG. Bonne journée, bonne soirée, Alexandre. Dans quelques instants, on se demandera si l'identité de Satoshi Nakamoto sera bientôt dévoilée. Puis évidemment, les tendances à surveiller en 2024. Mais d'abord, petit point fiscalité quand même, avec Pierre Morisot, cofondateur de Walsio. Pierre, où est-ce qu'on en est sur la fiscalité crypto en France? Parce qu'on n'y comprend plus grand-chose, parce qu'on entend plein de choses. À la fois le stacking va être taxé, à la fois les échanges de crypto à crypto vont être taxés. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà rappeler rapidement, aujourd'hui, quand on a des cryptos et qu'on les vend, à quel moment on est imposé et de combien?
Alors, pour rappeler déjà les fondamentaux, en effet, un régime fiscal est en place en France depuis le 1er janvier 2019, où on doit déclarer ses revenus en crypto en même temps que sa déclaration de revenus. Et les échanges entre crypto-monnaies ne sont pas imposables. Donc, c'est uniquement à partir du moment où on échange une crypto-monnaie contre autre chose qu'une crypto-monnaie ou qu'on l'utilise comme un moyen de paiement. Concrètement, on l'échange contre autre chose, c'est-à-dire un service ou payer ou un bien ou un service, ou sinon on l'échange contre une monnaie d'État, euro ou dollar. Et donc en fait, ça veut dire qu'on est taxé quand on passe de la crypto en monnaie fiat, donc pour en France ici en euros, ou alors quand on fait un achat. Et quand on fait un achat, on est taxé à même hauteur que si on passe en monnaie fiat. C'est pareil, c'est la flat tax, c'est 30%. Le taux est le même, les modalités de calcul sont les mêmes, les obligations déclaratives, donc le formulaire à remplir est le même indépendamment de qu'on utilise de la crypto pour acheter un bien ou un service, autre chose de la crypto, ou pour l'échanger contre de l'euro et du dollar. Et donc en effet, là on s'interroge, c'est sur qu'est-ce que la définition... c'est ça qui est compliqué, parce que justement la grande question, c'est qu'on a un rapport qui est sorti récemment de la Cour des comptes, et qui recommande peut-être d'imposer les échanges directement de crypto à crypto. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, en fait, c'est un rapport qui est assez général, qui dit notamment qu'il faut mettre davantage de surveillance, de contrôle sur ce marché, et s'inspire souvent des normes qu'on voit dans le monde financier traditionnel. Et une des recommandations est de dire, en fait, alors, les échanges entre crypto au sens Bitcoin, Ethereum, restent neutralisés en France, même si c'est une exception de ce régime fiscal par rapport aux autres pays. Mais ce qui est recommande, ce serait de se dire imposer plutôt le crypto stablecoin, donc lors d'un échange d'une crypto contre du stablecoin, donc plutôt qu'aujourd'hui c'est stablecoin après quand c'est utilisé comme moyen de paiement. Voilà, donc aujourd'hui, à l'instant où on se parle, on peut transférer, convertir du Bitcoin en stablecoin par exemple, sans payer d'impôts, et on ne paye qu'au moment où on passe en monnaie fiat. Et là, pour l'instant, l'idée ce serait de faire crypto vers stablecoin, mais pas de crypto à crypto pour l'instant. Non, en fait, ce qu'on voit, si on prend un peu de recul, et c'est intéressant, il y a une certaine quand même cohérence entre toutes ces propositions, ces réflexions, ces mesures, c'est que c'est vraiment qu'est-ce qu'on définit par une crypto-monnaie. C'est ça la difficulté, ouais. En effet, et quand ça a été défini, c'est intéressant, ça a été pensé en 2018. Et à l'époque, les stablecoins existaient, mais étaient moins présents. On parlait tout à l'heure du stacking, c'était aussi beaucoup moins présent. Les NFT aussi encore moins. Et donc, en fait, la crypto-monnaie, donc l'actif numérique, dans le texte de loi français, avait surtout en tête Bitcoin et Ethereum. Et donc là, il y a une sorte de potentielle évolution du régime fiscal pour se conformer s'aligner avec des régimes européens, pour plein de raisons, de se dire, mais en fait, par exemple, si on prend aussi sur les NFT, il y a un texte de loi qui est maintenant Jonum, en fait, si ce ne sont pas des actifs numériques, à partir de là, ça pourrait tomber logiquement comme autre chose qu'un actif numérique. Donc, ce serait acheter quelque chose d'autre qu'une crypto. Donc, ce serait un événement imposable. Et donc, on voit une sorte de risque où ce régime fiscal qu'on a, qui est historique, qui est bien implanté en France, est menacé et challengé par ces nouveaux usages, ces nouveaux services, ces nouvelles définitions des autres actifs numériques. On parlait donc Jonum, des objets numériques, des NFT, on parlait de stablecoin, ou des revenus passifs, type stacking, lending ou autre. Voilà, donc effectivement, la difficulté, Jérémy, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par crypto, et surtout, est-ce qu'il y a une sorte de consensus dans l'écosystème ? Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui disent moi je proposerais plutôt telle solution pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord ? Alors je suis pas la voix de l'écosystème, néanmoins après je trouve ça intéressant qu'il y ait une évolution de la fiscalité, parce que quoi qu'il en soit, il est vrai qu'elle est en retard. Le régime date de 2018-2019, on en parlait aussi en off avec Pierre, donc c'est vrai qu'il y a des mises à jour à faire. La particularité de faire la mise à jour sur la taxation de la conversion d'un cryptoactif vers du stablecoin, je la trouve pas forcément très cohérente en revanche.
Et puis surtout, encore une fois, ce qui m'intrigue, c'est que à chaque fois qu'il y a une mise à jour qui est faite, elle est déjà en retard. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux usages qui là sont encore en train d'arriver, notamment liés au stablecoin. Je vais pas rentrer trop dans la technique, mais il y a les questions des stablecoins liquides et des stablecoins qui servent à restaker, donc avec des pas déjà hors retard et en l'occurrence je pense qu'on demande toujours des chocs de simplification, on le voit à l'heure actuelle avec les agriculteurs dans un tout autre contexte. Je pense qu'il serait bien aussi de simplifier un petit peu tout simplement cette architecture là, parce que je pense que dans 2-3 ans on sera encore une fois à la rue. Donc après je comprends les besoins de mettre à jour le système. En l'occurrence la taxation de la conversion cryptoactive vers stablecoin, j'ai du mal à comprendre. Ça va être très très compliqué, oui, Pierre. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, dans beaucoup et la plupart des grandes démocraties, c'est présent, c'est-à-dire qu'il y a une imposition, une taxation entre les cryptos et les stablecoins. Si ça vient à arriver, c'est évident qu'il faut qu'il y ait d'autres mesures qui encouragent les individus à suivre leur portefeuille, à être conformes avec leurs obligations fiscales, à déclarer. Il y a un grand nombre de mesures et d'incentives qui peuvent être mis en place, mais en tout cas, il en faudrait pour conserver un certain avantage ou en tout cas une certaine attractivité de ces investissements, ou en tout cas on parle même plus d'attractivité, mais on parle surtout de pas freiner les investissements. Et l'idée, il ne faut pas que la fiscalité soit un frein à l'investissement dans les cryptos. Et même une usine à gaz, parce que les échanges, conversion cryptoactifs vers stablecoin sont les plus fréquents. Il y a même des questions de frais, comment on calcule les frais de transaction à ce niveau-là, est-ce qu'on les impacte sur la plus-value, etc. Enfin, c'est vraiment une usine à gaz. Oui, c'est clair. Et j'ai une question, c'est est-ce que il est prévu, ou en tout cas il est possible, que la fiscalité sur les moins-values, enfin qu'il y ait quelque chose de ce côté-là? Ça peut être tout à fait une mesure qu'on a vue, qu'on voit donc dans beaucoup de pays qui imposent le crypto stablecoin, où en effet, je trouve c'est pertinent, une mesure qui, dans ce cas-là, rend équilibre, on va dire, d'autres mesures qui viendraient à imposer et à un petit peu amoindrir la neutralisation fiscale de l'espace numérique. C'est-à-dire, au moment où on n'est que entre cryptos, c'est pas imposable. Ça pourrait être un des éléments. L'Allemagne a mis une absence d'imposition pour durée de détention. On conserve les cryptos pendant un certain temps. On a une absence, il y a une non-imposition, c'est le cas au Luxembourg. Les États-Unis, il y a un abaissement du taux d'imposition. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut penser, en tout cas pour aller dans la, on va dire, pour rendre les choses, c'est complexe. Maintenant, c'est la nature même de l'actif est complexe. Je le rappelle, l'actif numérique, c'est la seule actif financier qu'on peut transférer d'un compte à un autre librement. Et donc, à partir du moment où on le revend, on doit suivre son coût d'origine pour être capable de calculer sa plus-value. Et c'est ce qui fait que... C'est simple, mieux aussi. C'est pour ça qu'en tout cas, il y a besoin de... Nous, on est convaincus qu'il y a besoin d'outils tiers, ou qu'il y a besoin de... Enfin, pour ceux qui ont plusieurs comptes. Et c'est ce qui rend en fait les choses un petit peu plus chronophages. C'est la spécificité de la crypto. Maintenant, il y a en effet un grand nombre de mesures qui pourraient aussi contrebalancer cette évolution qui peut paraître naturelle. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est flat tax, imposé à 30% sur les plus-values. Quand est-ce que ça pourrait changer pour finir? Qu'est-ce qu'il faut regarder là? De façon générale, suivre et être présent, suivre ces émissions et le monde des cryptos. Il n'y aura pas de changement dans les prochains mois ou trimestres. Il y aura encore évidemment, c'est des débuts de discussion. Un changement de loi viendrait. Il y a de fortes chances que ce soit une loi de finances, donc c'est plutôt troisième et quatrième trimestre de l'année, surtout donc voté fin décembre. Pas tout de suite, quoi. Donc exactement, c'est pas tout de suite et c'est pas dans les prochaines semaines, prochains mois qu'il y aura des changements. En tout cas, des discussions sûrement dans les prochains mois ou prochains trimestres. Eh bien, peut-être qu'avant, on aura l'identité de Satoshi Nakamoto, du créateur de Bitcoin. Jérémy, voilà, il s'appelle en tout cas celui dont on parle, Craig Wright. Craig S. Wright. S. Wright. Ouais, ok, bon. Et il affirme être Satoshi Nakamoto, donc le créateur de Bitcoin. Pour l'instant, il est plutôt surnommé Fake Satoshi. Voilà. Et il doit le prouver. Enfin, il va devoir le prouver auprès de la Haute Cour du Royaume-Uni.